Bonsoir à toutes et à tous. L'ensemble de l'équipe et moi-même sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle restitution de l'association Études Urbaines, qui a cette année pour thème l'agriculture urbaine. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter l'équipe qui a travaillé donc pendant un an sur ce sujet, à savoir Maria, Maude, Antoine, Cécile, Mathieu, Benjamin, Paul, Andréana, Julien, Pauline, Lucie et moi-même Eva. Nous avons été également aidés de Louise et Mehdi qui sont actuellement en Erasmus et donc n'ont pas pu assister à cette restitution ce soir. Pour vous présenter l'association Études Urbaines en quelques mots, nous avons deux missions principales. Tout d'abord, nous devons réaliser pendant un an une étude sur une problématique urbaine que nous choisissons. Pour compléter cette étude, nous organisons en parallèle un voyage avec l'ensemble des élèves de la promotion pendant une durée de 10 jours au mois de novembre. Cette année, cette étude nous a conduit à visiter les villes d'Amsterdam, New York et Rome avec les 60 élèves que compte notre promotion. Avant d'aller plus loin, nous souhaitons remercier l'ensemble des entreprises qui nous ont suivis tout au long de ce projet, en particulier Haute-Paris qui nous a fourni des informations indispensables sur les réservoirs de la ville de Paris. Également la Caisse des dépôts, représentée ce soir par ICAD et CDC Biodiversité, qui nous ont aidés sur les volets biodiversité et évaluation carbone. Nous souhaitons également remercier SOA pour les conseils avisés qu'ils nous ont fournis tout au long de l'étude et les documents également qu'ils nous auront donnés. Nous souhaitons également remercier l'EIVP pour son soutien financier et logistique et également l'AIVP, l'association des anciens élèves de l'EIVP. Et enfin, pour terminer avec ces remerciements, nous souhaitons remercier l'ensemble des personnes que nous avons pu rencontrer autant à Paris qu'à Amsterdam, New York et Rome, qui nous ont accordé de leur temps et qui ont bien voulu nous montrer tout le potentiel de l'agriculture urbaine. Je tiens en particulier à remercier Friso et Walter qui sont présents ici ce soir et qui ont fait le déplacement depuis Amsterdam pour assister à cette conférence. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et donc nous intéresser à notre étude, l'agriculture urbaine, et plus précisément à cette question. L'agriculture urbaine est-elle un simple phénomène de mode ou à l'inverse, une composante de la ville durable ? Alors, dans un premier temps, je vous présenterai un bref historique de l'agriculture urbaine, de l'agriculture et du lien entre Paris et son agriculture. Puis, Maria vous présentera les différentes formes d'agriculture urbaine. Paul vous parlera également ensuite de la multifonctionnalité de cette agriculture urbaine. Et enfin, Antoine vous présentera l'outil évaluation carbone que nous avons mis au point au travers d'un exemple. Nous allons donc maintenant nous intéresser à notre sujet, l'agriculture urbaine, et je vais donc vous dresser un petit portrait rapide, un petit historique rapide du lien entre Paris et son agriculture. Le symbole certainement plus représentatif de ce lien, ce sont les halles de Paris, qui jusqu'en 1969 ont été le plus grand marché parisien situé en plein centre de Paris. Ce marché était avant tout alimenté par les agriculteurs situés en périphérie de Paris, comme par exemple ici la Courneuve en 1907 qui avait une forte activité agricole. Cette agriculture permettait de produire une quantité de nourriture non négligeable, à savoir pour les halles environ 800 000 tonnes de denrées alimentaires par an, en comparaison avec Rungis qui est à 1,5 million de tonnes par an. Donc c'est une quantité qui est loin d'être négligeable. Ce sont donc les maraîchers jardiniers situés en périphérie de Paris qui avaient le rôle de nourrir une partie de la population parisienne. On peut constater sur ce graphique l'évolution des maraîchers, du nombre de maraîchers en Seine-Saint-Denis, une région située au nord de Paris, et constater que cette évolution a été importante jusqu'en 1912, avant la guerre, puis a connu une forte diminution jusqu'en 1959. Pour comprendre cette évolution, nous avons choisi de nous intéresser à l'évolution de l'urbanisation à Paris et dans sa région. Et en 1850, les taches rouges représentent les zones urbanisées. En 1965 et à l'heure actuelle, la carte date de 2010. On peut donc constater que les zones urbanisées repoussent peu à peu l'agriculture, comme on peut le voir sur cette carte, en vert les zones urbanisées, et que la forte pression foncière
repousse peu à peu l'agriculture en périphérie. On a donc une véritable agriculture périurbaine et en noir, le cercle le plus large représente les futures limites de la métropole du Grand Paris. Alors, la situation actuelle en matière d'alimentation. Aujourd'hui, la majeure partie des produits passe par Rungis, véritable plateforme internationale sur lesquelles qui alimente le plus gros des magasins, tels que vous pouvez les connaître, en produits alimentaires. Il faut savoir que ce système actuel est loin de convenir à l'ensemble des habitants. En effet, les habitants ont aujourd'hui de nouveaux besoins auxquels le système actuel ne peut pas répondre. Je pense notamment, en parlant de ça, du fait que les habitants souhaitent de plus en plus connaître l'origine des aliments, avoir accès à une alimentation plus diversifiée, à des produits locaux, à des produits de saison. Ils souhaitent également devenir de vrais consommateurs, ne plus être simplement passifs, mais vraiment avoir une action sur leur consommation et leur alimentation. Et également, parfois, le fait le plus simple, se nourrir, avoir accès à une alimentation qui est parfois trop chère pour eux. Nous avons donc choisi de nous intéresser à l'agriculture urbaine, à cette nouvelle agriculture qui se développe de plus en plus à l'heure actuelle. Pour cela, il nous a fallu choisir une définition. Il en existe de très nombreuses. Nous avons décidé de nous intéresser, de prendre la définition de Moustier et Mbaye de 1999, selon laquelle l'agriculture urbaine est l'agriculture localisée en ville ou à sa périphérie et dont les produits sont destinés à l'usage de la ville. On constate que dans la première partie de cette définition, on retrouve les caractéristiques de l'agriculture du début du XXe siècle, à savoir une agriculture de proximité. Cependant, la notion d'agriculture urbaine met une nouvelle notion. En effet, il existe une véritable alternative entre l'activité agricole et d'autres activités qui pourraient être mises en place. Il faut donc bien prendre conscience qu'il y a au centre de cette définition les notions de concurrence et de complémentarité d'usage que nous étudierons plus tard. En lien avec notre cursus scolaire, nous avons décidé de nous intéresser à l'agriculture urbaine dans véritablement la zone urbaine, c'est-à-dire la zone urbanisée, la plus dense. Quand on parle d'agriculture urbaine, le plus souvent, la première idée qui vient à l'esprit, ce sont des tours végétalisées qui s'auto-alimenteraient en produits alimentaires. Or, nous avons pu constater au cours de nos voyages que bien souvent, ce ne sont pas ce genre de construction qu'ils ont mis en place, mais une agriculture urbaine qui existe sous de diverses formes que Maria va maintenant vous exposer. Au vu de la définition qui vient d'être donnée de l'agriculture urbaine, on comprend bien qu'il n'y a pas une seule agriculture urbaine. L'agriculture urbaine est relativement plurielle, elle se décline en diverses formes que nous allons voir. Alors elle se décline en diverses formes de lieux, de techniques, d'acteurs et de types de production. Donc pourquoi diverses formes de lieux et de techniques? Nous allons tenter de situer tous les lieux sur lesquels on peut implanter de l'agriculture urbaine en ville sur une maquette théorique très schématique d'une ville contemporaine. Donc nous avons les espaces résidentiels avec les pavillons, les immeubles d'habitation, également les zones industrielles et également les quartiers des affaires. Donc l'agriculture urbaine peut en premier lieu s'implanter dans les jardins en milieu urbain, donc en particulier dans les zones résidentielles. Donc lorsque l'on parle de jardins, nous en avons vu plusieurs, que ce soit à Rome, à Amsterdam ou à New York. Ici, nous avons vu le Phoenix Community Garden. Donc on distingue les espaces privés des espaces publics. Les espaces privés, ce sont les parcelles qui appartiennent à des propriétaires privés et qui les mettent à disposition des associations qui travaillent pour l'agriculture urbaine. On les oppose aux espaces publics, qui sont des parcelles qui appartiennent aux municipalités, qui prêtent ou cèdent ces espaces toujours aux associations. Donc pourquoi finalement implanter de l'agriculture urbaine dans des jardins? Eh bien parce que la mise en œuvre est facile. Finalement ce qu'on fait c'est juste changer la fonction d'un jardin qui existait déjà au préalable. On peut également dire qu'il y a une grande proximité entre les sites, entre ces jardins donc, et les acteurs, étant donné qu'un jardin sur lequel on implante de l'agriculture urbaine va être destiné à son voisinage le plus proche. Enfin, même dans les villes les plus denses,
les sites sur lesquels on peut implanter des jardins urbains sont nombreux, donc la disponibilité est très grande. Cependant, en milieu urbain, on a de grands problèmes parfois de pollution des sols dont il faut tenir compte. Lorsque une municipalité décide de transférer la gestion d'un terrain à une association qui s'occupe de l'agriculture urbaine, eh bien cette municipalité va finalement dépendre des associations. Or, si une association est à but non lucratif, parfois le suivi peut être un peu difficile. Enfin, se posent des problèmes de propriété, notamment lorsque nous avons, comme j'ai dit, donc des propriétaires privés qui cèdent des parcelles aux associations. Enfin, et nous l'avons vu en particulier dans le cadre du Phoenix Community Garden, des acteurs nous ont fait part des problèmes de vandalisme, étant donné que les jardins sont très facilement accessibles. Alors finalement, quels sont les supports de production sur lesquels on peut implanter de l'agriculture urbaine dans les jardins? Ce sont les supports classiques, tels que la pleine terre, donc si cette terre est de bonne qualité, mais également la terre modifiée, si la composition en minéraux, si l'acidité de la terre n'est pas bonne à la base. Si la pollution du sol est trop forte, on peut faire appel à un apport de terre exogène. Par exemple, dans ce cas-là, nous avons vu qu'il y avait un apport de terre de 30 cm, donc de la terre saine. Une étude de l'atelier parisien d'urbanisme a recensé 71 jardins sur lesquels ont été implantés de l'agriculture urbaine à Paris. Donc il y a une véritable potentialité dans notre ville. L'agriculture urbaine peut également s'implanter sur les toits, et notamment les toits des immeubles. Nous l'avons vu en particulier à Amsterdam et à New York. Donc par exemple, à New York, le Brooklyn Grange Farm, qui s'est implanté sur un bâtiment datant du début du XXe siècle, et qui n'avait pas du tout un usage d'agriculture urbaine à la base, et duquel finalement nous avons pu voir une magnifique vue de Manhattan. L'avantage principal d'implanter de l'agriculture urbaine sur des toits est que cela répond au grand problème de foncier dans les villes les plus denses. C'est-à-dire lorsque l'on manque de terrain, construire en hauteur sur des toitures peut répondre à ces problèmes. Également, le fait d'apporter un sol nouveau sur ces toitures, un sol sain, permet de donner de meilleures conditions aux espèces que l'on cultive. L'exposition en hauteur est meilleure qu'à même le sol, au niveau de l'ensoleillement, mais également l'air est moins pollué. Enfin, la protection vis-à-vis du vandalisme, elle est meilleure que dans le cas des jardins, parce que l'accessibilité n'est pas si évidente. En revanche, se posent des problèmes au niveau de la conception, des problèmes techniques qu'il faut résoudre. Lorsque l'on veut implanter de l'agriculture urbaine sur un toit, il faut déjà faire des études pour savoir si la structure peut supporter une charge que représentera l'implantation du toit. La pente doit être nulle ou du moins faible. Alors, comment finalement se présente une toiture plantée d'un point de vue schématique? Donc, nous avons une plantation qui se pose sur une couche de substrat, un substrat qui va dépendre des conditions et également des cultures que l'on veut faire. Une couche de drainage permet de retenir l'eau après des épisodes pluvieux et également de permettre aux cultures de se nourrir. Et une couche de protection finale permet d'augmenter l'imperméabilisation de la toiture et de la protéger contre l'expansion racinaire. D'autres problèmes techniques sont également à résoudre. La praticabilité. Certains bâtiments offrent des toitures de très grande surface, de pente nulle, notamment les réservoirs d'eau. Toutefois, l'accessibilité est très difficile. C'est pourquoi on peut dire que ce type de toits ne sont pas très praticables. Il faut également savoir que l'installation et l'entretien de toitures est plus cher que l'entretien des jardins. Donc il faut toujours le garder à l'esprit. Enfin, lorsque l'on conçoit une toiture plantée, végétalisée, il faut également penser à toutes les questions de sécurité pour les usagers. Donc, mis à part les supports classiques
c'est-à-dire la terre que l'on peut trouver sur les toitures végétalisées, on trouve des supports plus spécifiques. Nous avons vu notamment de l'hydroponie. Donc, par exemple, ici à New York, nous avons pu voir des cultures de salade sur de la laine de roche, ou encore de l'aquaponie, qui consiste à faire de la culture dans un bac d'eau avec des poissons, et les cultures se nourrissent de nitrates transformés à partir de l'ammoniac rejeté par les poissons. Donc c'est en fait un système fermé. L'agriculture urbaine peut également s'implanter en ville dans les espaces délaissés, on va dire. C'est en particulier dans les zones industrielles où on trouve des friches. Donc, nous l'avons vu finalement dans les 3 villes. Par exemple, à New York, dans le quartier de Brooklyn, au Sixth Community Center, où nous avons été surpris de voir en plein milieu d'un quartier résidentiel un espace qui était auparavant une friche. Donc, par espace délaissé, on pense aux friches, aux espaces en bordure de route, en bordure de chemin de fer, les espaces délaissés de leurs propriétaires, également les sites en attente de construction. Pourquoi alors implanter de l'agriculture urbaine dans des espaces délaissés? C'est parce que déjà l'accessibilité est bonne. Ces espaces avaient un usage concret auparavant, donc l'accessibilité est bonne. La liberté de conception est grande étant donné que ces espaces ont perdu leur usage. Donc ce que l'on a en fin de compte, c'est une revalorisation de l'espace urbain grâce à l'implantation d'agriculture urbaine, de jardins. Mais là encore, et pour le cas des friches en particulier, la pollution des sols est très importante. Les réseaux d'eau potable, les réseaux d'assainissement ou encore d'électricité sont soit inexistants, soit en très mauvais état, il faut donc les refaire. Et enfin, se posent parfois des problèmes de propriété pour des sites, des parcelles délaissées pour lesquelles on n'a pas de traçabilité au niveau de la propriété. Il arrive parfois que la campagne vienne s'intégrer dans la ville, brouillant finalement la limite ville-campagne. On peut donc ici citer l'exemple des champs en ville. Et nous en avons vu à Rome, au cours d'une promenade. Nous sommes tombés sur un troupeau de moutons en plein milieu de la ville. C'était une rencontre fortuite et fort agréable, assez surprenante. Et finalement, avoir un champ en ville apporte une grande surface dégagée, donc une valorisation également paysagère. L'accessibilité est très bonne. En revanche, lorsque la pression foncière est importante, celle-ci vient quand même menacer la persistance des champs en ville. Si on a une diversité de lieux et de techniques, on a également une diversité d'acteurs, des acteurs qui sont le véritable moteur de l'agriculture urbaine. On part finalement des associations d'habitants. Donc, comme nous l'avons vu, des habitants qui expriment un besoin de cultiver eux-mêmes des fruits et légumes sur un petit lopin de terre ou juste de passer du temps avec leurs voisins. Ces associations sont épaulées par d'autres acteurs. Par exemple, les propriétaires privés peuvent céder ou prêter des parcelles aux associations. À Amsterdam, par exemple, on a vu des propriétaires mettre en commun leur jardin pour créer un grand jardin partagé à usage public. C'était vraiment quelque chose de formidable. Lorsque les associations peinent à trouver des parcelles, des terrains, elles peuvent faire une demande aux municipalités ou encore aux collectivités territoriales qui peuvent mettre à disposition des terrains ou donner des subventions. Les aménageurs, donc les urbanistes, les ingénieurs, les architectes, conçoivent des solutions pertinentes pour l'agriculture urbaine. Les agriculteurs, de par leur expérience, leur savoir-faire technique, aident les associations à implanter de façon concrète l'agriculture en ville. Les centres de recherche et les institutions, quant à eux, mettent en place des solutions innovantes pour permettre aux cultures de bien pousser en ville, parce que le milieu urbain n'est pas forcément propice pour ces cultures. Enfin, les écoles bénéficient de l'association de l'activité des associations pour éduquer leurs élèves. Notamment aux Pays-Bas,
il est inscrit dans le programme éducatif des écoles primaires que les élèves doivent être éduqués au jardinage et à l'agriculture. Et c'est vraiment ce que nous avons vu. Si on a une diversité de lieux, de techniques et d'acteurs, c'est finalement pour déboucher sur une diversité de types de production. Alors si l'on parle de production par l'agriculture urbaine, on pense tout de suite aux fruits et légumes. Donc que ce soit les fruits et légumes classiques, donc bio, cultivés sans pesticides, ou au contraire des produits rares ou fragiles. Donc par produits rares, on entend par exemple des légumes divers que l'on n'a pas souvent l'occasion de voir. Par exemple, aux Pays-Bas, l'offre de fruits et de légumes est moins diversifiée qu'en France. Ainsi, produire des fruits et des légumes soi-même permet finalement de varier un peu ce que l'on a dans son assiette. Et par produits fragiles, on peut par exemple citer l'exemple de framboises cultivées sur des toitures que l'on ne pourrait pas trouver au supermarché parce qu'elles ne supporteraient pas le trajet. Voilà. L'agriculture urbaine est également un support à l'élevage. Nous n'avons pas vu une grande diversité, bien sûr, d'animaux, mais nous avons tout de même vu des poules, des chèvres, des moutons. Et finalement, il est certain qu'une ferme urbaine produit des déchets, mais ces déchets peuvent être valorisés. Ils peuvent être valorisés en compost, par exemple. Les animaux, notamment les moutons et les chèvres, peuvent également entretenir les espaces verts à faible coût, et c'est un véritable atout. Toutefois, avoir des animaux en ville entraîne des nuisances olfactives et sonores, et certaines réglementations sanitaires strictes peuvent être un obstacle à l'implantation des fermes en ville. Enfin, nous savons tous qu'à Paris, on trouve des ruches sur certains toits, nous avons pu en voir. Donc les abeilles permettent de polliniser les espèces végétales en ville, et le fait également d'implanter des ruches en ville permet de préserver les abeilles qui sont en voie de disparition. Donc finalement, si l'agriculture urbaine est plurielle, si elle possède diverses facettes, c'est pour découler sur une multifonctionnalité dont va vous parler Paul. Donc, merci. Alors, au cours de nos voyages, nous avons vu que chaque projet avait ses spécificités, mais assurait en fait diverses fonctions au service de la ville et de ses habitants. Alors ces fonctions, comme on est élève ingénieur et donc futur ingénieur en génie urbain, il nous est apparu important donc de les identifier et de les expliciter afin de montrer leur potentiel qui va servir la ville et les habitants. Donc la première fonction que nous avons identifiée, c'est la fonction alimentaire. Alors cette fonction, en fait, c'est le fait que dans de nombreux projets, nous avons vu que l'agriculture urbaine produisait. Donc cette production de produits frais et de saison, elle est pas négligeable puisque selon AgroParisTech, le rendement peut pour certaines cultures atteindre jusqu'à 8 kg par mètre carré. Alors vous me direz, cette production, concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour des habitants? Alors nous avons vu à New York que la production pouvait faire vivre certaines personnes et donc assurer une véritable alimentation. Mais alors, à partir de là, se pose la question de, en hiver, qu'est-ce qu'ils mangent? Donc, bien sûr, souvent on associe l'hiver avec la culture de choux, donc à partir de là, bon, c'est pas très attrayant. Et nous avons découvert en fait une expérience menée par Eliot Coleman. Donc cette expérience, en fait, en fait, c'est un pionnier aux USA qui a étudié les techniques maraîchères parisiennes du 19e siècle et qui en a extrait une optimisation des rendements et des cultures qui lui permettent à ce monsieur de cultiver plus d'une trentaine de légumes différents en hiver, sous serre, non chauffés, alors que les températures extérieures se avoisinent entre 0 à moins 20 degrés. Donc, par cette expérience, on peut voir qu'en plus de produire, l'agriculture urbaine peut réellement avoir une diversification dans les légumes.
Alors, une seconde fonction que nous avons identifiée, c'est la fonction dite santé. Cette fonction, en fait, elle englobe l'ensemble des politiques de santé publique qui sont menées par les gouvernements, mais aussi par les villes en elles-mêmes. Et elles sont très présentes, surtout dans le continent nord-américain, avec les exemples de Chicago, Auckland, Toronto ou bien New York. Et en fait, elles se déclinent par une véritable stratégie alimentaire à l'échelle de la ville. Donc concrètement, cela signifie que nous avons vu, par exemple, à New York, cela se décline avec un investissement en 2012 de 25 millions de dollars pour l'achat de produits donc, locaux dans le but de dynamiser et de développer cette agriculture urbaine. Alors 25 millions de dollars, qu'est-ce que ça représente? Ça représente 14% du budget alimentaire de la ville, ce qui est donc une part assez importante. Donc à partir de là, nous avons identifié une troisième fonction, la fonction sociale. Alors cette fonction sociale, en fait, elle se décline en plusieurs volets. Tout d'abord, le volet pédagogie. Donc le volet pédagogie, c'est en fait le fait que l'agriculture urbaine s'utilise comme support donc, pour sensibiliser les plus jeunes au végétal et à l'alimentation issue de l'agriculture. Donc elle se décline sous forme d'activités ludiques comme des ateliers cuisine ou des ateliers pour goûter. Cette sensibilisation peut aller pour tous les âges puisque nous avons vu en bas à gauche le jardin Hortus-sur-Bis qui lui a une véritable expérience innovante puisqu'il cultive des plantes antiques, donc de la Rome antique, et le but est de retrouver donc les saveurs ancestrales que nous avons perdues et donc de refaire découvrir à un public plus large toutes ces saveurs. Alors le second volet utilisé dans le social, le second volet, c'est le fait que l'agriculture urbaine permet la réinsertion de personnes en difficulté, en difficulté par rapport à la société. En fait, l'agriculture urbaine peut être utilisée comme un véritable support d'activité et de réinsertion à l'échelle de la ville. Alors, nous avons vu un véritable programme qui se nommait Proxima à Rome, qui, pour sa part, avait pour but de relier, relier les services sociaux de la ville avec les jardins et les fermes urbaines, dans le but de proposer une véritable pédagogie pour insérer donc les personnes en difficulté et donc leur redonner une activité et faire un suivi à l'aide de l'agriculture urbaine. Donc ce réseau, on le retrouve aussi sous une autre manière, donc un autre concept de réseau social, c'est le réseau Zapata Romana aussi à Rome, qui nous a paru très innovant puisqu'il permet de référencer l'ensemble des jardins partagés de Rome et on peut chaque personne peut proposer une parcelle ou un endroit qu'il possède et des personnes peuvent formuler des besoins de volonté de cultiver des produits et donc on peut les mettre en relation et donc développer un véritable réseau social. Alors ces échanges, en fait, ils peuvent aller beaucoup plus loin puisque à New York, on a vu qu'une véritable vie en communauté s'organisait autour des jardins. Donc c'est à partir de là, on l'a vu comme au Six Community Center, où des véritables banquets pouvaient être organisés sur les productions locales des jardins. Alors, une fonction qui a été souvent oubliée, c'est la fonction économique. Cette fonction, en fait, c'est du fait qu'il y a production, il peut y avoir aussi commercialisation, donc vente de ces produits. Donc il peut y avoir vente sous des petits étals, mais aussi à une échelle plus générale de la ville, puisque nous avons vu certains marchés bio qui revendaient les produits de l'ensemble de la région, par exemple à Rome. Donc cette vente de produits peut aller même jusqu'à une véritable création de valeur, puisque l'agriculture urbaine, utilisant des circuits courts ou ultra courts, peut valoriser des produits difficilement transportables. Et c'est le cas de personnes qui, comme des cuisiniers, qui sont très à la recherche de ces produits, puisqu'ils ont une véritable valeur ajoutée en termes culinaires.
Alors cette création de valeur peut aller encore plus loin puisqu'elle peut permettre la création d'emplois. Nous avons des exemples à New York où des personnes sont rémunérées à temps plein pour leur activité dans les jardins. Donc cette création d'emplois peut aller même encore plus loin puisqu'on peut avoir une véritable création d'entreprise comme Tile à 19 ans que nous avons rencontré et qui a monté son entreprise et le but c'est il distribue des produits qui sont cultivés localement au sein d'Amsterdam et il les distribue à l'aide de son vélo motorisé, donc qu'on peut voir. Et cette entreprise en fait elle est viable économiquement puisque maintenant il emploie jusqu'à 4 personnes. Donc une autre fonction que nous avons identifiée au service de la ville, c'est la fonction paysagère. En effet, il est important de montrer que l'agriculture urbaine permet de revaloriser l'espace. Alors, là, nous avons en fait une photo d'Amsterdam où avant, on avait une zone de non-lieu au cœur d'un quartier où il y avait du deal, beaucoup de squatteurs, et les habitants excédés ont décidé de demander une subvention à la mairie et l'ont obtenu. Et à partir de là, ils ont défriché et réimplanté un jardin qui a permis donc de résoudre le problème de squat et a permis aussi de revaloriser leur quartier et donc de réentraîner une véritable plus-value de ce quartier. Alors, on peut aller même plus loin puisque l'agriculture urbaine, on a des cas, par exemple à Rome, où elle permet de réduire des nuisances. Alors, par cette phrase, on entend le fait que on va l'illustrer par un exemple, c'est ce jardin-là. En fait, il est bordé à gauche d'une nationale. Et cette nationale, elle émettait donc beaucoup de bruit, elle n'était pas forcément agréable à voir. Et donc les habitants ont décidé, à l'aide du végétal, à l'aide d'arbres fruitiers, de la masquer. Et donc ont pu résoudre les problèmes de nuisances visuelles, mais aussi les nuisances sonores. Alors, l'une des dernières valorisations que nous avons trouvées, c'est l'utilisation de l'agriculture urbaine comme plus-value pour les édifices. Alors, tout d'abord, d'un premier point de vue, c'est qu'une toiture plantée est beaucoup plus agréable qu'une toiture vide. Et ensuite, nous avons des exemples comme le Zuid Park, qui a utilisé le concept d'agriculture urbaine pour véritablement vendre son projet de rénovation et a pu donc le financer par ce moyen, en termes d'image, ce qui a très bien marché. Alors, la dernière fonction que nous avons identifiée, c'est la fonction environnementale. Alors pour nous, c'est celle qui a le plus de potentiel au sein des villes, puisqu'elle est véritablement ancrée dans diverses problématiques urbaines que nous avons déclinées donc, sur plusieurs volets. Donc le premier, c'est la gestion de l'eau. Alors en fait, là nous avons une toiture, donc à Amsterdam, qui collecte les eaux pluviales, enfin les eaux de pluie, oui, les eaux pluviales, et qui en fait les utilise pour réarroser en fait la toiture en elle-même. Donc les cultures de la toiture. Donc ce concept, en fait, il permet de réduire les rejets donc d'eau pluviale dans les réseaux, et donc il permet de réduire aussi la saturation la possible saturation de ces réseaux. Alors cette politique, elle peut aller beaucoup plus loin, à une échelle beaucoup plus large, à l'échelle du territoire de la ville, puisque à New York, en fait, la ville de New York finance par des subventions toute création de jardins, parce qu'elle dit qu'en fait, les jardins rendent perméable le sol, et donc ça permet d'éviter les risques d'inondation. Alors, un autre concept qui peut prêter peut-être à faire rire, mais c'est la gestion des urines. Alors à Amsterdam, en fait, on a un projet d'urinoir public et qui utilise, en fait, c'est une société, la société d'eau de la ville d'Amsterdam, qui extrait de l'urine le phosphore, qui est en fait une ressource qui se raréfie. Et ce phosphore, en fait, il le réutilise comme c'est un engrais, et il le réutilise dans les cultures, dans les projets d'agriculture urbaine qui sont dans le quartier. Donc là, on a une revalorisation complète d'un déchet urbain. En parlant de déchets, on peut avoir aussi une véritable gestion des déchets à partir de l'agriculture urbaine. Alors cette gestion des déchets, le principe, il est simple, c'est que 20% de notre poubelle est constituée de déchets organiques. Par conséquent, en fait,
lorsque on fait du compost par exemple, pour transformer cette matière organique en engrais, eh ben, on peut réduire donc cette part dans la poubelle et donc rejeter moins dans les flux urbains et donc avoir un gain à la fois économique mais aussi de logistique. Alors on peut donc retrouver des affiches comme à New York où plus on composte, moins on rejette de déchets. Mais alors il y a aussi d'autres initiatives comme à Paris, mais en région parisienne exactement, où un syndicat de déchets, le CIVOM, a lui proposé de distribuer des poules à chaque foyer et qui le souhaitait. Et en fait, ces poules, en fait, comme elles ingèrent plus de 150 kg de déchets organiques par an, et ben, ils ont fait le calcul et ça leur revenait moins cher de distribuer des poules à chaque foyer et que de traiter ces déchets justement. Alors, à partir de là, à partir de toutes ces fonctions, de cette multifonctionnalité, il était important donc de définir une hiérarchie de pourquoi en fait les projets d'agriculture urbaine ont été implantés dans ces villes, dans les villes visitées. Et selon nous, la première fonction, c'est la fonction sociale. Ensuite vient des fonctions environnementales et paysagères, puis des fonctions économiques, de santé et enfin alimentaires. La fonction alimentaire est tout en bas parce qu'il peut y avoir quelquefois des problématiques de pollution qui entraînent la non-consommation des produits. Alors, une fonction reste en suspens, une question reste en suspens, c'est dans la fonction environnementale. Il est très peu traité la question des gaz à effet de serre et en fait des rejets des gaz à effet de serre dans les projets d'agriculture urbaine. Et c'est pourquoi nous allons vous proposer une application sur un projet parisien pour vous illustrer donc la problématique environnementale liée à ces projets. Alors comme vous l'a dit Paul, je vais vous présenter donc une étude, le volet plus technique de notre étude. On a réalisé donc un calculateur bilan carbone en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, plus particulièrement ICAD tertiaire, donc qui est présente ici ce soir, que je remercie. Donc d'abord, je vais vous faire un bref rappel. Donc je vais vous dire pourquoi on a fait cette étude et je vais illustrer donc l'utilisation de l'outil avec une application concrète. Donc alors un petit rappel, tout d'abord, il faut savoir que l'agriculture en France, l'agriculture et l'élevage représentent environ 20% des émissions de gaz à effet de serre. Si on fait le troisième poste des émissions, derrière les transports et les consommations des bâtiments tertiaires et secondaires. Donc c'est une quantité non négligeable de gaz à effet de serre qui est émis dans l'atmosphère, et donc c'est pourquoi nous nous sommes intéressés. Et donc au cours de notre étude, on faisait des recherches bibliographiques et on voulait savoir la quantité qu'émettait donc l'agriculture urbaine. Et on n'a trouvé aucune documentation, aucune recherche qui a été faite. Donc on s'est dit pourquoi pas créer notre propre calculateur pour évaluer les émissions. Et après on s'est dit pourquoi pas aller plus loin et comparer donc les chiffres qu'on avait trouvés avec les chiffres déjà disponibles pour l'agriculture traditionnelle, donc des chiffres qui sont fournis par l'ADEME. Donc l'objectif de notre petit calculateur, c'est donc de comparer les émissions le facteur d'émission de 1 kg de tomates produit en plein champ par l'agriculture traditionnelle, dont on a les chiffres de l'ADEME, et par l'agriculture urbaine. Donc, je vais vous faire un bref rappel de qu'est-ce que c'est qu'une évaluation carbone. Donc c'est une méthode de calcul qui vise à mesurer l'impact en émissions de gaz à effet de serre donc d'une activité humaine. C'est mesuré en grammes équivalent CO2. Et le gramme équivalent CO2, donc c'est une unité qui permet de quantifier tous les gaz à effet de serre émis, et on convertit les autres gaz à effet de serre grâce à leur pouvoir de réchauffement global en les ramenant au CO2. Donc la méthode de calcul, elle est assez simple. On prend des données d'activité qu'on multiplie par des facteurs d'émission. Alors les facteurs d'émission, on les trouve, ce sont des données qui sont données par l'ADEME, calculées par l'ADEME ou par l'INES, donc c'est dans la bibliographie scientifique. On les multiplie par des données d'activité. Donc par exemple, si on veut quantifier les émissions de la moquette de l'amphi, on mesure la surface de l'amphi, on va chercher le facteur d'émission de la moquette dans la bibliothèque de l'ADEME, on fait multiplication, on a les émissions donc, de gaz à effet de serre de notre moquette. C'est tout simplement comme ça. Donc je vais vous présenter maintenant notre outil et l'application qu'on en a faite. Donc à Paris, il y a des réservoirs d'eau potable et d'eau non potable. Donc à gauche, et il y a deux types de réservoirs. À gauche, il y a le réservoir de Passy. Donc c'est un réservoir d'eau non potable et c'est à ciel ouvert. Donc on ne peut pas faire grand chose dessus en termes d'agriculture urbaine. En revanche, à droite, donc, vous avez le réservoir de la Porte des Lilas. Et le réservoir de la Porte des Lilas, en fait, c'est un gros caisson en béton armé qui est enfoui dans le sol. Et là, on stocke l'eau dedans.
Et en fait, de dehors, on voit ça, donc on voit un grand terrain de foot. Et en fait, la volonté d'eau de Paris, c'est de valoriser ces espaces donc, qui sont vides en y implantant de l'agriculture urbaine. Donc nous, on a choisi le réservoir de la Porte des Lilas. Et dessus, on va implanter une type de ferme urbaine qu'on a vue à New York, donc l'East New York Farm. Et donc c'est une petite ferme urbaine qui fonctionne simplement avec une pépinière et des champs, et donc ça produit des légumes. Donc tout d'abord, avant de commencer le calcul, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a paramétré donc, de manière générale notre outil. Donc on a rentré une surface de 750 m² pour notre ferme. Donc c'était la surface de la ferme qu'on a vue à New York. La production, on l'a fixée à 8 kg par mètre carré. Donc comme vous l'a dit Paul tout à l'heure, ce sont les chiffres donc, de Christine Aubry d'AgroParisTech. Donc c'est un ratio moyen de production de fruits et légumes pour une ferme urbaine. Et je vous détaillerai après donc, plus finement le fonctionnement et la distribution. Donc nous, on a découpé notre bilan carbone, enfin notre évaluation carbone, pardon, en trois grands postes. Donc il y a d'abord la construction, ensuite le fonctionnement et enfin la distribution. Donc on va commencer par la construction. Dans la construction, qu'est-ce qu'on a pris en compte? Donc premièrement, on a pris en compte l'organisation du chantier. Donc c'est toutes les émissions qui sont liées à l'étude, aux études qui sont faites pour faire la ferme et tous les déplacements des ouvriers pour venir sur le chantier. Ensuite, on pourrait prendre en compte l'étanchéité. Mais dans notre cas, on ne va pas la prendre en compte parce que le réservoir de la Porte des Lilas est récent. L'étanchéité est en bon état, donc on n'a pas besoin de refaire l'étanchéité, donc on ne va pas la compter dans les émissions. Ensuite, on a pris en compte tout ce qui est mise en sécurité, donc cheminement, garde-corps et tous les outils qui seront utilisés pour construire la ferme urbaine, donc comme des pelleteuses, etc., des marteaux-piqueurs. Et ensuite, donc l'installation, donc si jamais on a ramené de la terre végétale, les facteurs d'émission de la terre végétale, les bacs, le substrat, tout ce que vous voulez, les graines. Donc on trouve pour la construction 1,1 tonne équivalent CO2. Donc à mon avis, je pense que ça ne parle pas à tout le monde, une tonne équivalent CO2. Donc c'est pour un passager, c'est un aller Paris-New York en émission de CO2. Et donc aussi, le but de l'évaluation bilan carbone, c'est de faire ressortir les grandes masses de notre activité pour avoir des leviers d'action pour baisser les facteurs d'émission. Donc là, on voit que nos grandes masses, c'est l'installation et l'organisation du chantier. Donc c'est là-dessus qu'on devra jouer si on veut baisser nos facteurs d'émission. Ensuite, il y a le fonctionnement. Et donc nous, le fonctionnement, on l'a divisé en deux parties. D'abord, la production agricole, donc la production intrinsèque de la ferme urbaine, et donc le fonctionnement lié aux employés que je vais détailler plus tard. Donc pour le fonctionnement, on a pris en compte donc, le type de culture. Donc vu que c'est une culture pleine terre, le fonctionnement c'est pas grand chose, c'est des bacs, des graines, des poteaux ou des filets. Donc c'est pas la partie la plus émettrice. On a pris la consommation d'eau, donc parce que la consommation d'eau potable, on a un facteur d'émission au mètre cube, et pareil pour les eaux usées, on a un facteur d'émission pour les eaux usées. Et donc comme dans toutes les fermes urbaines, comme vous pouvez le voir, donc ça on l'a vu à New York dans le Phoenix Community Garden. Et on fait de la récupération d'eau potable, la récupération d'eau pluviale, pardon, pour arroser le jardin. Donc ça nous permet de réduire nos émissions en fait, de gaz à effet de serre tout simplement. On fait du compost. Donc là vous allez me dire pourquoi on met le compost dans une évaluation carbone. Donc c'est parce que quand la putréfaction en fait, donc des matériaux végétaux et biologiques produit du méthane. Et donc le méthane c'est un PRG beaucoup plus élevé que le CO2 et donc ça pollue. Et enfin, le fonctionnement de la pépinière. Donc la pépinière, c'est une mini-serre qui fonctionne avec un radiateur et un ventilateur. Donc ça consomme de l'énergie électrique pendant environ 100 jours par an. Donc consommation d'électricité équivaut à émission de gaz à effet de serre. Ensuite, le fonctionnement lié aux employés. Donc on est parti de l'hypothèse qu'il y avait 5 employés qui allaient venir tous les jours en voiture dans la ferme urbaine, qui allaient faire 20 km aller-retour par jour pour venir, et qu'ils allaient travailler 250 jours par an. Donc on est parti sur une hypothèse un peu pessimiste, mais je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et donc on trouve pour le fonctionnement encore 1,25 tonnes équivalent CO2, donc c'est toujours un aller Paris-New York pour un passager. Et donc là on voit que notre grande masse, c'est le déplacement, et ensuite la pépinière, donc ce qui est logique. Ensuite, donc je vais vous parler de la distribution, donc qui est un des leviers clés de l'agriculture urbaine. Donc on a 6 tonnes de tomates à livrer, qu'on va livrer donc, par des voitures électriques, donc, parce qu'on pense que pour les voyages interurbains, les voitures électriques donc, sont pertinentes et que dans les années à venir, elles vont se démocratiser. On fera des cycles dits urbains de 20 km aller-retour pour aller distribuer les fruits et légumes. Et donc ça nous fait un nombre total de 163 rotations et on trouve 109 kg équivalent CO2 pour la distribution. Donc maintenant je vais vous exposer mes résultats.
Donc pour la production de la ferme urbaine, sur un an, on trouve 2,5 tonnes équivalent CO2. Donc là, ça fait l'aller-retour Paris-New York pour la personne. Et donc on trouve les grandes masses suivantes. Donc on voit que c'est le fonctionnement et la construction qui consomment le plus, et la distribution qui consomme, qui émet le moins, pardon. Et c'est intéressant. Et comme je vous l'avais promis, on va comparer donc les chiffres donc de l'ADEME pour les tomates produites en plein champ et le chiffre que nous on a trouvé. Donc on a trouvé pour nos tomates 34 grammes équivalent CO2 par kilo de tomates produits, et l'ADEME donc pour les cultures donc de tomates de Bretagne, eux ils trouvent 33 grammes équivalent CO2. Et donc on a fouillé un peu l'étude de l'ADEME, et donc l'étude de l'ADEME a été faite sur des gros producteurs de tomates bretons qui ont des tracteurs, etc., et qui produisent des milliers de tonnes en fait de tomates. Et donc, vu les tonnages de l'agriculture traditionnelle, les cultures urbaines est pertinente parce que grâce à leur tonnage qui est très élevé, ils arrivent à baisser leur ratio de bilan carbone et donc leur facteur d'émission. Et donc, on est allé un peu plus loin. Et on a essayé donc d'autres modélisations. Donc, par exemple, on s'est dit, et si on essayait d'installer de l'agriculture urbaine sur une toiture, mais de mettre que ça dans le projet. Et donc en fait, vu que là on prend en compte toutes les émissions qui sont liées à l'étanchéité, et c'est très émetteur, et donc on trouve des ratios moyens qui sont dans les 4,7 kg équivalent CO2 par kilo de fruits, de tomates produits. Et donc ça, pour un ordre de grandeur, ce ratio c'est 2 fois le ratio des tomates produites sous les serres d'Espagne. Donc c'est très élevé. Donc nous, ce qu'on en a conclu, c'est que l'agriculture urbaine elle peut être pertinente en termes d'émissions de gaz à effet de serre, si jamais elle est bien réalisée. Donc ça veut dire que si on l'intègre en amont dans les projets, et comme ça nous permet d'amortir la construction, et ça nous permet d'avoir des ratios moyens en termes d'émissions de gaz à effet de serre d'environ 40 grammes équivalent CO2 par kilo de tomates produites. Donc maintenant je vais laisser la parole à Eva pour qu'elle conclue sur notre restitution. Nous avons donc vu, au cours de cette présentation, que l'agriculture urbaine présente une multitude de formes et de fonctions. Le point remarquable, c'est que ces formes et ces fonctions s'intègrent toutes dans les 3 piliers du développement durable, à savoir le volet économique, le volet environnemental et le volet social. Maintenant, si nous revenons à la première question que nous avons posée au tout début de cette présentation, à savoir, est-ce que l'agriculture urbaine est un simple phénomène de mode ou alors une composante de la ville durable ? Est-ce qu'il est possible de pouvoir pérenniser ce modèle et ainsi de pouvoir utiliser ce véritable potentiel ? Nous pensons que cette pérennisation et ce développement devront passer par des investissements à une plus large échelle. Concrètement, cela pourrait par exemple passer par la mise en place à l'échelle d'une ville des projets les plus pertinents que nous avons pu voir au cours de nos voyages. Si nous devions citer quelques exemples, cela serait par exemple la mise en place de programmes de réinsertion sociale en s'appuyant sur les réseaux de jardins d'une ville. Cela peut également s'agir d'encourager la consommation de produits locaux. On pense notamment aux cantines. On pourrait les encourager à utiliser des produits locaux dans la limite de la réglementation. On peut également mettre en place une collecte locale des déchets organiques à l'échelle d'un quartier et les réutiliser à proximité dans les jardins ou dans les potagers. On pourrait également penser à la mise en place d'une législation plus claire. Je pense notamment, en parlant de ça, aux friches qui ont généralement un statut peu clair. Les associations ont donc des difficultés à mettre en place leurs actions sur ces terrains qui sont non occupés, et il serait donc nécessaire d'avoir une nouvelle législation pour pouvoir plus facilement mettre en place des actions sur ces terrains. Et enfin, pour aller plus loin, quelque chose que nous n'avons pas vu au cours de nos visites, ça serait la création d'un label agriculture urbaine qui permettrait aux consommateurs de pouvoir reconnaître les produits qui sont issus d'une agriculture de proximité. La grande idée qui a ressorti tout au long de notre étude, au long de nos voyages, c'est qu'une véritable motivation existe au sein de toutes les associations, de tous les acteurs que nous avons rencontrés. Ils sont véritablement très motivés pour rendre leur ville plus durable, plus accueillante, plus vivable. Et il ne manquerait plus qu'une véritable action politique, une véritable volonté politique pour que l'agriculture urbaine devienne enfin une composante de la ville durable. Je vous remercie.
Je vais maintenant inviter toute l'équipe de d'études urbaines à venir me rejoindre sur la scène et nous allons pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Oui, bonjour, Leïla Kébi, enseignante à l'école. Vous n'avez pas beaucoup évoqué la biodiversité, qui est quand même quelque chose qui est beaucoup relevé en lien avec l'agriculture urbaine. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez rencontré dans votre étude ? Oui, donc c'est un sujet qu'on est en train d'étudier avec CDC Biodiversité. Donc l'approche consiste en une approche par écosystème, parce que c'est très difficile de caractériser les processus qui entrent en compte dans l'agriculture urbaine et qui bénéficient à la biodiversité. Et donc là, l'intérêt, c'est de regarder au niveau de l'homme, qu'est-ce que l'agriculture urbaine peut apporter en termes d'écosystème. Donc c'est une étude qui est encore en cours et on n'a pas encore les conclusions pour l'instant. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des écoservices qui sont assez intéressants, comme ceux qu'on a déjà vus pour l'aspect pédagogique, l'aspect social, mais aussi pour l'offre d'habitat sous conditions de bonne réalisation. Il faut appuyer sur le bouton. Marie Douce-Albert, je suis journaliste au Moniteur. En fait, j'ai deux questions. La première, l'un d'entre vous a évoqué le fait que l'alimentation finalement était une des dernières motivations en raison de la pollution que pouvaient absorber les productions. Est-ce qu'il existe des études qui disent à partir de telle exposition je sais pas, aux émissions de l'automobile, ce n'est pas consommable. Et auquel cas, ça limite quand même l'intérêt de la chose. Et ensuite, je voulais savoir si dans vos études, dans vos voyages, vous aviez rencontré de véritables entreprises, c'est-à-dire des modèles économiques rentables qui font de la production, la vendent, emploient des gens, ce qui voudrait dire que du coup, les légumes sont consommables. Alors... Donc, tout d'abord, pour la problématique de la pollution, c'est toujours en débat. Il y a beaucoup d'études. On a vu des personnes qui étaient à Berlin l'année dernière et qui ont rencontré des scientifiques qui... Enfin, il y a des avis partagés, en fait. Il y a des personnes qui pensent que l'agriculture urbaine n'est pas forcément sujette à la pollution. Et il y a d'autres avis qui disent qu'il faut faire attention. Alors, en fait, ça dépend. Il y a déjà... la problématique du fait qu'il y a plein de cas, donc au niveau de l'agriculture urbaine, on l'a vu, il y a une multiplicité de formes, et donc selon si on est avec des conditions comme en pleine terre, au sol, et qu'il y a des pollutions des sols avant, on peut avoir des problématiques de pollution, mais on peut avoir aussi, on a vu qu'il peut y avoir de l'agriculture sur les toits par exemple, et là on a rencontré à AgroParisTech Christine Aubry qui en fait est actuellement encore en train de faire des mesures pour ces problématiques de pollution et sur le toit d'AgroParisTech justement, et ils sont ils sont au-dessus du 5e étage donc, et en plein cœur du quartier latin, et pour le moment par les mesures ils montrent que les légumes qu'ils cultivent ne sont pas sujets à la pollution. Alors, en fait, ils veulent savoir, justement, ils vont essayer de faire d'autres projets, proches par exemple du périph', pour avoir des environnements plus agressifs. Et donc après, il va donc y avoir une autre série de mesures qui va continuer, et donc pour avoir d'autres conclusions. Pour la question des entreprises, on a rencontré en conférence le projet YouFarm, je ne sais pas si vous connaissez, qui en fait est une personne qui a créé une entreprise se basant sur la culture de champignons, de pleurotes exactement. Et en fait, il utilise un déchet urbain qui est commun dans notre capitale, c'est le marc de café. Donc en gros,
tous les cafés rejettent donc le marc, enfin le résidu de café, et ils le récoltent. Et en fait, ce marc de café est un puissant substrat qui permet la culture de pleurotes. Et donc il a en fait un container. Et dans ce container, il arrive à produire des pleurotes et à une échelle, enfin à une production qui est assez importante pour la commercialiser et même aller jusqu'à la distribuer à Rungis, qui peut se valoriser en fait. Donc on a un modèle qui est économiquement viable puisqu'il emploie des personnes donc à temps plein, et donc à partir de là, on a un véritable exemple économique. L'exemple de Tile aussi, qui était à Amsterdam, est un projet aussi, enfin est une véritable entreprise que nous avons rencontrée et qui est aussi économiquement viable puisque les gens sont employés à temps plein. Non, je pensais à des choses, des projets, mais qu'on n'a encore jamais vu sortir de grande ampleur, comme la réhabilitation de Détroit par l'agriculture. Mais bon, c'est encore, il me semble, de l'ordre un peu de l'utopie. Oui, après, notre expérience, elle se limite aux différentes études que nous avons, aux différentes bibliographies que nous avons étudiées, mais aussi aux villes. Mais après, pour Détroit, c'est un sujet un peu complexe, et il n'y a pas que les problématiques juste d'implantation d'agriculture urbaine qui permettent de développer cette activité. Bonjour, Isabelle Billard, directeur EDF Paris. J'ai une petite question sur le côté distribution justement de ces éventuelles productions. Vous avez évoqué le véhicule électrique, je ne vais pas être contre bien évidemment, mais au-delà de ça, parce qu'on a parlé de la voiture électrique. Alors, la voiture électrique, c'est a priori pour un particulier, etc. Est-ce qu'on ne peut pas, j'ai envie de dire, imaginer demain d'utiliser les transports électriques, ou autres en tout cas alternatifs, disons, à la production de CO2 est-ce qu'on ne peut pas carrément imaginer, par exemple, des bus électriques demain qui transportent des passagers la journée et la nuit, il ne se passe rien. Et donc il y a carrément d'aller au-delà et de faire un travail aussi sur le covoiturage, sur les transports publics, puisqu'ils puissent servir à des multi-usages, pas que pour des particuliers. Donc est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin et donc, pour votre calcul, gagner encore des CO2 ? Voilà, je m'adresse à des ingénieurs. Donc. Alors, vos propositions sont très intéressantes, surtout que, il y a beaucoup de programmes de recherche européens qui travaillent sur les bus électriques, donc je pense notamment à City Mobile 2. Mais on a vu que, dans notre évaluation carbone, et je parle bien dans notre cas, la distribution, c'est pas la tranche la plus émettrice. Si on doit jouer sur des leviers, c'est plus donc sur le fonctionnement ou sur la construction. Donc bien sûr qu'on pourra imaginer donc dans l'avenir, pas vu que l'Europe travaille dessus, c'est que ça va sortir un jour. Donc les bus même qui sont automatiques et qui... Non, City Mobile, ça marche très bien. Et c'est des bus automatiques donc qui roulent sans conducteur, et on pourra très bien imaginer ça dans le futur, oui. Bonsoir, Pierre Salin, Promo 52, bravo pour votre restitution. Je voulais juste préciser par rapport aux bus qui ont deux fonctions que Monsieur Adler a piloté un projet en partenariat avec Eiffage, où on avait un travail sur des pôles multimodaux et des véhicules modulaires. Donc pour reprendre cette histoire du bus véhicule électrique, c'était à une taille plus humaine qu'un bus de 50 places, hein. C'était plus une dizaine de personnes, ce genre de volume. Et en fait on avait un tracteur sur lequel on pouvait adapter des modules qui étaient par exemple la journée pour le transport de personnes et la nuit pour le transport de déchets, par exemple, avec des points de collecte, parce que nous en fait c'était un travail sur les déchets particulièrement. Mais du coup, cette pluralité des emplois pour un seul véhicule était envisagée. Moi, j'avais une question, sinon, par rapport donc au slide 37 à 44 par là, vous parliez de l'élevage. Non, mais bon, si jamais. Vous parliez, non, mais le champ de moutons à Rome. Vous avez parlé de la poule aussi. Est-ce que vous avez eu des retours, vu que c'est un peu en vogue en ce moment, de la consommation d'insectes?
et de la possibilité de développer l'élevage ou la culture d'insectes entre guillemets en ville pour l'alimentation. Alors, pour les poules, je ne sais pas si la question c'est les expériences, le retour des expériences sur par exemple les animaux, les poules, les élevages, c'est ça? Est-ce que ce serait imaginable de développer des fermes d'insectes pour les sources de protéines alimentaires? Bon. Juste pour dire une chose, un élevage d'insectes, on sait pas trop, on n'en a sincèrement pas vu lors de nos voyages. En revanche, à Amsterdam, on a vu ce qu'ils appellent des hôtels à insectes, donc des espèces de structures en bois qui contribuent en fait au meilleur développement des insectes, à les attirer en ville, avec une fonction de biodiversité derrière. Donc voilà. Bonsoir, je suis Jean-Charles Tillet de la ville de Paris. J'avais une question sur votre calcul du bilan carbone. J'ai l'impression que vous avez intégré la totalité des investissements pour calculer le bilan carbone de l'agriculture en ville, alors que dans l'étude de l'ADEME, est-ce qu'ils n'ont pas lissé les investissements sur plusieurs années? Parce que ça vous permettrait d'avoir un meilleur calcul. Alors en fait, on a pris les mêmes hypothèses de calcul que l'ADEME. Donc nous, on a aussi lissé sur 10 ans en fait notre construction. Voilà. Bonsoir, Walter Drescher, une des entreprises que cette groupe a rencontrées à Amsterdam. Nous, on se posait la question, qu'est-ce que vous avez vu lors de vos voyages qui serait applicable directement, c'est-à-dire demain, à Paris? On va vous le faire sinon. En effet, en fait, ce qu'on peut appliquer directement à Paris, c'est les jardins sur les toits. En fait, la ville de Paris a déjà un programme de retrouver les toits qui sont potentiellement utilisables pour l'agriculture urbaine. Et en effet, on peut utiliser les exemples qu'on a vus et les implanter directement demain. Donc, bonsoir. Pardon, en fait, je voulais juste finir pour la réponse. Alors, selon une étude de l'atelier parisien d'urbanisme, comme j'avais déjà pu le dire dans la présentation, est estimé donc déjà qu'on a 71 jardins partagés à Paris. Et également, les espaces sur les toitures disponibles pour éventuellement mettre de l'agriculture urbaine s'élèvent à 80 hectares, donc c'est pas négligeable. Donc il y a un réel potentiel derrière. Bonsoir, Luc Monéger, paysagiste. Merci pour la qualité de votre présentation. Je voulais vous poser la question de savoir si au cours de vos recherches, vous aviez entendu parler d'une association qui s'appelle Incroyable Comestible. Et je m'attendais un petit peu dans votre présentation à ce que ça arrive quelque part, parce que je trouvais que c'était un exemple assez concret et assez différent aussi de la simple volonté politique de développer la ville et qui est venue justement à l'inverse, qui est vraiment démarrée d'une association et qui est économiquement assez viable et socialement hyper intéressant. Voilà. Oui, effectivement, donc c'est une association dont on a entendu parler, qu'on n'a pas présentée au cours de cette présentation. Pour ceux qui ne connaisseraient pas l'association Incroyable Comestible, c'est un groupe de personnes qui s'est monté, qui se développe de plus en plus dans de nombreux pays et qui souhaitent mettre en place, qui font des actions pour rendre la ville comestible en plantant sur l'espace public et qui ont une véritable volonté de faire des plantations.
Donc c'est bien sûr une association dont on a entendu parler. Il y a d'ailleurs une branche de cette association qui existe en France, à Paris en particulier, et ils ont déjà fait une action de mémoire. Ils avaient mis des bacs de culture sur une avenue, je ne me souviens plus laquelle. Effectivement, c'est une action qui montre véritablement l'implication des citoyens. Il existe vraiment des citoyens, des habitants de la ville qui sont très motivés et qui, lassés d'attendre les mouvements des politiques, ont décidé d'eux-mêmes prendre les... Pardon. Ont pris les choses en main et ont décidé de mettre eux-mêmes sur l'espace public des plantations et des cultures destinées à tout le monde. Merci. Bonjour Emmanuel Adler, moi j'ai eu le plaisir, vous m'avez proposé de vous accompagner et j'étais à New York, c'était formidable, j'ai pas beaucoup de choses. Maintenant la question sur laquelle j'aimerais bien rebondir, c'est de se dire dans cette école, qu'est-ce qu'on pourrait faire de concret? Il y a un peu de toiture, et la direction de l'école est là, donc ils pourront vous pouvez les interpeller. Hein. Il y a un peu de toiture, il y a un peu d'espace derrière ce bâtiment. À votre avis, concrètement, qu'est-ce qui pourrait être fait pour mettre un peu la main à la pâte? Ou au sol? C'est un projet qu'on a envisagé. On a tout d'abord pensé pouvoir mettre en place une ruche sur les toits de l'école. On a contacté des professionnels pour savoir si ce projet était réalisable. Il se trouve qu'avec la proximité de l'école primaire qui se trouve juste à côté, ce n'est pas envisageable. Donc, à l'inverse, on a décidé de prendre plus la partie agriculture et on envisage actuellement, il y a un projet qui est en train de se monter, de mise en place d'agriculture dans la cour à l'arrière qui serait entretenue par les élèves. Merci. Une dernière question? Une dernière question et on s'arrête. Bonjour, Alexandre Bouton, directeur d'Urbanact, architecture et écologie territoriale. En fait, j'ai deux questions. Alors déjà, merci pour avoir fait le bilan carbone qui permet de voir qu'un jardin sur les toits, ça a quand même certaines limites, à la fois en termes de production. Je voulais savoir si dans ce bilan carbone, vous aviez pris en compte les apports nutritifs, parce que le sol, c'est quand même un organisme vivant, quelque part. Il y a des minéraux qui viennent des sous-sols, des différentes strates, et qui fait qu'à un moment donné, les tomates qui poussent, elles ont quand même un apport nutritif qui est lié à ça, et que quand il faut l'apporter sur une dalle en toiture, ça a quand même un certain coût en termes de bilan carbone. Et par ailleurs, donc l'autre question que j'avais, c'était de savoir si, par rapport à l'échelle sur laquelle vous avez réfléchi, si vous n'êtes pas posé la question du coup de savoir si à l'échelle du Grand Paris, en réintégrant le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, je sais que moi je fais partie d'une association qui s'appelle Le Vivant et la Ville, dans laquelle il y a les jardins de la ferme de Gailly, qui approvisionne la ville de Paris. Et là, on parle de sol, quoi. Il y a déjà une telle problématique en France. Je veux dire, on produit de l'agriculture ou on jette des produits avant de remettre de l'argent sur les toits. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'efficience à l'échelle du Grand Paris à trouver? Voilà. Alors, pour l'évaluation carbone, en fait, pour les cultures sur toit, on est parti du modèle donc, de culture de la toiture d'AgroParisTech. Et donc eux, ils utilisent un substrat qui est un mélange de marc de café, de végétaux, etc. Donc on a réussi à calculer un facteur d'émission pour ce substrat. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas la durée de vie de ce substrat. Donc c'est un des points qui est encore amélioré donc, dans l'étude carbone. Voilà.
Ensuite, la deuxième partie de la question, c'était au sujet du Grand Paris, à savoir si on avait envisagé de mettre ça en place à une plus grande échelle. Il est évident qu'il n'y a pas que les toits à aménager. Ça représente certes un espace conséquent, mais il existe une quantité d'autres surfaces, notamment comme vous l'avez cité, le bois de Vincennes, le bois de Boulogne. Il y a aussi de nombreuses friches qui pourraient être tout à fait aménagées, que ce soit du temporaire ou du permanent. Il y a donc un vrai potentiel, on pense, à Paris, que nous avons vu dans les autres villes et qui pourrait tout à fait être mis en place dans la capitale française. Merci. Oui.